Merci beaucoup, Georges, pour cette intervention extrêmement intéressante. Ce n'est pas du tout facile d'intervenir après une séquence tellement forte comme celle qu'on vient de voir. Et par ailleurs, on sait que Pasolini, dans les peu de commentaires qu'il a fait sur ce film, qui ne fut pratiquement pas projeté en Italie en 1963, il dit que la séquence de Marilyn est la seule qui l'aurait vraiment sauvé de toute cette entreprise. Et donc, je voudrais toucher 3 thèmes qui ont à voir avec ce que tu nous as dit aujourd'hui, mais aussi avec les analyses que tu as présentées de cette œuvre de l'Arabia dans ton livre Peuple exposé, Peuple figurant, l'œil de l'histoire 4. Et je vais intervenir sur 3 points qui sont des observations, peut-être des questions aussi. Le premier a à voir avec l'appartenance de l'Arabia à la forme Atlas, telle que tu l'as présentée, discutée dans l'exposition qui a eu lieu à Madrid et à Karlsruhe et dans le livre Atlas sous le gai savoir inquiet. Donc, première question, l'Arabia et la forme Atlas. Deuxième question, puisque la forme Atlas est une forme fondée sur le montage, la deuxième observation aura à voir avec l'attitude de Pasolini envers la télévision. C'est une question qui me s'est posée quand je pensais que ce film est sorti en 1963. Ils contiennent, surtout dans la partie qui a été rajoutée après, dans la restauration faite par la Cineteca de Bologna sous la direction de Giuseppe Bertolucci, ils contiennent des prises de position très fortes sur la télévision. Et l'année suivante, 1964, c'est l'année de la parution de Understanding Media de McLuhan, vite traduit en italien, qui aura une position tout à fait opposée par rapport à celle de Pasolini. Donc je vais faire quelques remarques sur ça. Et finalement, puisque le plan initial c'était de parler aussi d'Eisenstein, je vais parler un peu de la relation Pasolini-Eisenstein à partir de l'Arabia. Alors, il me semble que l'Arabia s'inscrit tout à fait dans la forme Atlas telle que tu la discutes dans ton livre et dans ton exposition. Et il s'insère dans cette forme et dans son histoire puisqu'il s'agit, dans le cas de l'Arabia, d'une œuvre qui est fondée sur la confiance de la capacité de faire de l'histoire qui soit en même temps de l'épique à travers le montage. Le montage comme procédé capable de travailler les temps différents des images et donner lieu à une forme autre d'histoire. Mais il me semble que l'Arabia s'insère dans l'histoire de la forme Atlas aussi parce que les matériaux de départ, ces matériaux que Pasolini détestait, étaient des matériaux qui avaient une dimension de quelque façon géographique en eux-mêmes. On doit rappeler qu'ils provenaient tout de l'archive d'un ciné-journal qui s'appelait Monde Libero, entre 1951 et 1959. Et aussi, il faut se rappeler que l'idée initiale de ce film, de la part de son producteur Gastone Ferranti, fut très influencée par les succès de Mondo Cane, un film de montage de 1962 qui était un montage de plus d'une heure et demie de matériaux étranges, surprenants, provenant de toutes les parties du monde, cérémonies ethniques, disons, formes étranges de vie présentées l'une après l'autre avec une sorte d'idée d'une circumnavigation du monde. Donc il y avait quelque chose déjà de géographique, cartographique, même dans ces matériaux misérables, comme dit Pasolini, qui sont le point de départ. Et il me semble qu'une vision, disons, de quelque façon cartographique est présente aussi dans l'Arabia et qui fait d'une certaine façon un bilan de cette période 51-59. On a reconstruit l'histoire à travers la force du montage. Donc cela, c'est la première question. La deuxième question est de se demander si
puisque le début des années 60 est aussi le début de la diffusion de la télévision en Italie, si Pasolini pensait qu'on aurait pu poursuivre cette entreprise de montage, de compréhension de son âge à travers le montage, aussi à travers le médium de la télévision ou pas. Et sa position dans la rabbia est très très nette. La télévision est considérée de façon extrêmement négative. Il y a un passage dans lequel il y a une voix officielle qui dit « Le rêve de Jules Verne et de Robida, le rêve d'assister à ce qui a lieu dans le monde en étant très tranquillement chez soi, est en train de devenir une réalité aussi chez nous. » À Milan et à Turin, il y a déjà des stations de télévision qui fonctionnent en voie expérimentale. Et Pasolini, avec la voix en prose, commente « Ils expérimentent des façons pour diviser la vérité et pour nous offrir la demi-vérité qui reste à travers la seule voix qui a la bourgeoisie pour parler. La voix qui oppose une ironie humiliante à chaque idéal, la voix qui oppose la plaisanterie à la tragédie, la voix qui contrapose le bon sens des assassins aux excès des hommes tendres. » Donc une vision très très négative de la télévision. Tandis que dans la même année 63, dans un petit texte qui s'intitulait, et déjà le titre dit beaucoup, « La télévision non existe », la télévision n'existe pas, lui, il disait la télévision est seulement diffusion d'un fait spectaculaire immédiat. Et la télévision pourrait avoir une utilité politique seulement si elle était en mesure de produire il dit, documentari ricostruiti, des documentaires reconstruits. Donc de travailler avec les montages, justement comme lui, il fait dans la rabbia. Mais il est convaincu que la télévision n'est pas cette possibilité. La télévision est seulement instrument d'un savoir unique géré par la bourgeoisie qui se rayonne d'un seul centre vers l'extérieur. Et alors c'est intéressant de mettre ça en relation avec la position de McLuhan, qui juste un an après fait sortir son ouvrage Understanding Media, dans lequel il y a une vision de la télévision complètement opposée. McLuhan pensait que au contraire du cinéma, qui était un médium chaud, hot, et qui ne consentait aucune forme de participation aux spectateurs, la télévision était un moyen, un médium cool, froid, qui, justement à cause de sa basse définition, justement à cause de son image mosaïque, son image imparfaite, en basse définition, consentait, même nécessitait, demandait quelque forme de participation, d'intégration de la part du spectateur, et donc appelait, disons, de forme de remontage, d'appropriation et de remontage de la part du public. Donc, intéressant de mettre en relation ces deux positions vraiment opposées dans les mêmes années. Finalement, la relation de Pasolini avec Eisenstein à la lumière de la rabbia. Et c'est une relation sur laquelle tu insistes dans le chapitre de ton dernier livre, Peuple exposé, peuple figurant, le chapitre 4 qui s'appelle Poème de peuple. Un chapitre dans lequel tu arrives à commenter la rabbia et la ricotta après être passé par une analyse de certaines scènes du cuirassier Potiomkin, de la grève, scène où, par exemple, dans le cas du Potiomkin, on assiste à l'exposition d'une masse qui devient, comme tu dis, une vraie communauté, qui partage un pathos commun. Et tu notes justement comme Pasolini s'est exprimé de façon très très négative envers Eisenstein, même s'il y a plusieurs points de rencontre entre leur façon de faire du cinéma. Il y a un texte très clair de 1973 de Pasolini qui s'intitule Contre Eisenstein. Il a vraiment une antipathie extrêmement forte, mais en même temps, il y a une grande série d'éléments voisins, très proches. La question du typage, bien sûr, tout le travail sur la dimension expressive du visage, la fascination pour le gros plan, qui était une forme vraiment privilégiée par Eisenstein,
Mais aussi, je pense, il y avait des éléments en commun que Pasolini ne pouvait pas connaître au début des années 70. Et je pense surtout à deux choses. Au film Que Viva Mexico, dont dans son essai contre Eisenstein, il dit « La seule chose que j'aime de Eisenstein, c'est Thunder over Mexico », qui est un film fait par Saul Letzer en montant des matériaux de Que Viva Mexico laissés par Eisenstein. Et il ne connaissait pas la version beaucoup plus complète, disons la présentation beaucoup plus complète de ces matériaux faite par Alexandrov en 1974. Et donc, dans Viva Mexico, il y a par exemple dans la séquence de Marilyn, le passage sur la passion avec ce Christ qui s'avance, ça évoque énormément Que Viva Mexico. Mais aussi, un point de rencontre entre les deux, je pense, et là je termine, et dans le projet de film d'Eisenstein sur le Capital de Marx. Un projet qu'en Italie on vient à connaître grâce à Pietro Montani dans les années 70, et un projet dans lequel Eisenstein voulait faire de l'histoire contemporaine, voulait exposer les principes du matérialisme historique de Marx à travers le monologue intérieur de Joyce. Et donc on trouve là justement cet agencement de politique, histoire et poésie qui était tout à fait central pour Pasolini dans l'Arabia. Donc je pense que s'il avait connu ces matériaux d'Eisenstein qui sont émergés plus tard, il aurait probablement eu une vision différente. C'est mon impression, vu ce qu'il fait dans l'Arabia. Voilà, merci. Merci infiniment. Alors, je vais essayer de répondre brièvement et de peut-être de faire juste une ou deux précisions, mais tout ce que tu dis me semble parfaitement justifié. Tu as eu raison d'insister concernant l'Arabia sur l'aspect géographique. Moi, je me suis concentré sur un motif, mais c'est vrai que c'est tout à fait frappant que l'Arabia est un film qui se déplace d'un endroit à l'autre du monde, selon donc un procédé que Warburg aurait peut-être appelé Wanderung, donc, et bien sûr, qui est sous l'angle non pas d'un atlas touristique, mais d'un atlas des luttes anticolonialistes, par exemple. Hein. Donc, nous sommes tout à fait d'accord. Je ne connais absolument pas ce film Mondo Cane. Tu me fais très envie de... Ah, sur YouTube, d'accord. Incroyable. Donc ça m'intéresse beaucoup. L'idée de faire de l'histoire à travers le montage, oui, bien évidemment. Bien évidemment. Alors sur la question de la télé, peut-être ce que tu as souligné à propos de la différence d'approche de McLuhan, c'est qu'en fait, ou bien tu considères la télé comme un médium, ou bien tu considères la télé comme une institution. Donc il est bien évident que Pasolini n'a absolument aucun purisme du médium, il s'en fiche complètement de savoir si c'est de la vidéo, voilà, chose qui... en revanche, il critique très violemment la télévision en tant qu'institution. Et je rappelle aussi, il y a une célèbre émission de télé en Italie où Pasolini avait accepté de... Oui, c'est ça. Et où Pasolini, il est là pour dire mais vous savez très bien que je ne peux pas dire ce que je veux dire. Vous le savez très bien. Mais oui, allez-y, dites ce que vous voulez dire. Enfin, vous le savez très bien, je ne peux pas le dire, etc. Donc... Pourquoi je rappelle cette histoire? C'est parce que c'est aussi tout aussi bien l'analyse de Godard sur la télé, hein, à savoir que c'est surtout du langage. C'est-à-dire qu'on ne voit pas grand-chose à la télé. Ou bien, si tu enlèves le son de la télé, il y a peut-être des choses intéressantes qui surgissent. Il faudrait faire l'essai. Mais en tout cas, ce qui est clair, puisque tu as toi-même fait cette citation... à travers une seule voix. La bourgeoisie s'exprime à travers une seule voix. Et même quand il y a... Alors, c'est très intéressant, ça. C'est une seule voix. Donc, le principe de l'Arabia est bien sûr de multiplier les voix. Il y en a donc, je dis 3, et non pas 2. Il y en a peut-être même 4. Et que quand il y a une opposition à la télé, c'est une opposition non dialectique.
ce qui aussi peut être mis en relation avec ce que j'ai dit brièvement de sa critique de Warhol. Parce que Warhol crée des systèmes d'opposition très puissants, mais aux yeux de Pasolini, explicitement non dialectiques. Donc, à nouveau, la question de la dialectique revient dans cette appréciation des images. Et puis, alors, sur Eisenstein, bon, tu es bien plus compétent que moi pour en parler. Et il est évident que si Pasolini avait eu une notion du projet sur le monologue de Joyce, lui qui a écrit des textes magnifiques sur le style indirect libre, le monologue intérieur, etc., au cinéma dans les années 67-70, oui, tout à fait. Donc, je le connais très bien, ce petit texte contre Eisenstein. C'est un texte d'une mauvaise foi totale, mais comme il était capable de faire, un des exercices les plus intéressants, ça serait de repérer tout ce que Pasolini a pu écrire sur Godard, parce qu'il y a à la fois, voilà, on sent la proximité, la mauvaise foi, tout un mélange, la véritable objection aussi, bien sûr. Et si je me souviens bien, dans ce petit texte, d'ailleurs qui est très court, une page, voilà, il s'agit du corps, mais Pasolini n'a pas revu la façon dont Eisenstein filme le corps des matelots, par exemple, au début du Potemkin. Bon, en revanche, il y a évidemment une communauté de vue fondamentale entre eux, et cette communauté peut-être concerne, alors à part cette idée d'aller ailleurs voir, de regarder les choses, y compris les choses politiques, en anthropologue. Donc c'est le regard, il y a une anthropologie eisensteinienne, évidemment, Que Viva Mexico, c'est vraiment un exemple fondamental, et un certain rapport à la poésie. Je pense que on a un peu tort peut-être quand on parle du cinéma russe en disant voilà, Dovzhenko c'est le poète et puis Eisenstein c'est le, je sais pas, qu'est-ce qu'on dit, le slogan ou quoi. C'est pas du tout, moi je vois pas du tout ça comme ça, mais je sais que toi c'est pareil. Il y a une poésie fondamentale chez Eisenstein, comme d'ailleurs dans toutes les cultures russe, grecque, Europe centrale, enfin, il faut voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est de la culture poétique ici ou là. Eh bien, je pense que si on va à Moscou, les gens connaissent 500 poèmes dans leur tête, ou si on va à Athènes, ou si on va à Sofia, ou si on va à Séville, et que si on va à Paris, il y a peu de chances que... Voilà, il faudrait faire une anthropologie de la culture poétique, et il est évident que... Alors, quelque chose qui est très important, parce que tu as parlé de la dimension épique, mais une des questions cruciales, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait, d'une part avec des formes plus anciennes encore, c'est-à-dire avec une dimension, enfin plus ancienne, ça ne veut rien dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec la forme tragique? Parce que par exemple chez Barthes, une fois qu'il y a une assomption de la forme épique, ça veut dire qu'on considère la forme tragique comme nulle et non avenue, ce qui n'est pas le cas ni chez Eisenstein, ni chez Pasolini. C'est-à-dire les deux peuvent coexister. Il y a une dimension tragique évidente chez chacun de ces deux cinéastes, tu es d'accord? Et puis donc, moi, ce qui m'a paru tout à fait fondamental dans l'Arabia, c'est-à-dire le traîne, l'éloge funèbre. La question de l'éloge funèbre, alors qui est à mettre en relation, comme tu le sais bien. Ah ben voilà, attends, je vais te faire un bon exemple qui va te plaire. Il y a une relation de communauté de vue absolue entre Eisenstein et Pasolini sur la question, je dirais, du montage comme dialectique
alors j'emploie le vocabulaire de Pasolini dans ses articles de l'expérience hérétique. Syntagme vivant, d'un côté, et ce qu'on pourrait appeler paradigme de mort, puisque, comme tu t'en souviens, Pasolini compare le montage à l'opération même de l'éloge funèbre. Il dit, quand quelqu'un est mort, tous les instants qu'il a vécu, c'est-à-dire si je me situe sur le paradigme de ce qui serait le plan séquence de sa vie. Donc si j'avais fait un plan séquence de sa vie, j'ai presque tout perdu. Quand quelqu'un est mort, on a perdu ce qu'il pensait ce jour-là, ses paroles, les milliards d'actes et de paroles. Enfin, c'est Pasolini qui réfléchit dans ces termes. Hein. Et puis il dit, et puis quand il meurt, ses amis se réunissent et il est question d'une sorte donc de survivance à travers le style même de cette forme qui s'appelle l'éloge funèbre. Et il dit, c'est ça le montage. Le montage est à la fois quelque chose, quelque chose qui a à voir avec ce qu'il appelle les syntagmes vivants, c'est-à-dire Ninetto en train de faire ses gestes, et ce paradigme de l'éloge funèbre, du Trenos. Or, moi, j'avais été vraiment frappé grâce à l'édition italienne des œuvres d'Eisenstein, qui n'existe pas en France. Dans le volume intitulé Teoria generale del montaggio, il y a ce texte absolument extraordinaire du montage comme processus il dit reviviscence. J'aimerais bien savoir quel est le mot russe, mais enfin, ça a à voir avec la survivance. Et surtout, le passage... montage égale Dionysos. C'est-à-dire Dionysos, c'est celui qui est coupé en morceaux, donc comme les rushs d'un film, et c'est celui qui est au-delà de cette opération danse, comme un film. Si un film est bien monté, le film danse. Donc cette double opération d'être coupé en morceaux et de créer une rythmicité, c'est ce qui permet à Eisenstein de dire montage égale Dionysos. Voilà. Là, on a une communauté de vues complète, je crois, entre Pasolini et Eisenstein. Mais c'est un sujet qu'il faudrait vraiment approfondir.